Allô, bienvenue sur le Sideline. Aujourd'hui, on vient d'avoir une super belle entrevue avec Karianne Driade, qui est une étudiante en médecine à McGill, puis c'est notre assistante pour le Sideline. Et avec elle, on va répondre à des questions que vous nous avez posées sur nos réseaux sociaux. Puis c'est des questions honnêtement vraiment intéressantes. Puis je pense que ça va rejoindre plusieurs d'entre vous. Alors, restez avec nous pour cet épisode. Bonne écoute! Allô, ici Lily Huynh, physiothérapeute. Et Dr. Marie Lénaud, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Sideline, votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne écoute! Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur le Sideline. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale, Karianne Driade. Karianne, c'est notre assistante. Elle nous aide beaucoup là, pour l'organisation de notre podcast, la gestion des réseaux sociaux, etc. C'est une perle rare. Karianne est étudiante en médecine à l'Université McGill, puis c'est une sportive dans l'âme depuis qu'elle est toute petite. Puis en fait, elle est avec nous aujourd'hui parce qu'on répond à des questions qu'on a reçues sur nos réseaux. Puis elle va, nous poser les questions, mais aussi, s'il y a des choses qu'on dit qui ne sont pas nécessairement très claires, ou s'il y a d'autres angles qu'on devrait aborder, elle va pouvoir nous remettre sur la bonne voie. Donc, bonjour Karianne. Salut Karianne. Bonjour Dr. No, bonjour Lily. Merci d'être avec nous aujourd'hui. T'es la voix du public aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je suis la belle voix du public, un peu rauque, là, mais... alors, la première question, c'est la suivante. Bonjour Dr. No et Lily. Bon, voilà, j'ai une question. Je suis gardienne de but au soccer depuis que j'ai 8 ans. J'en ai maintenant 17. Un jour, à mon cours d'éducation physique, j'ai disloqué mon épaule en jouant au basket. Mon prof d'éducation physique ne savait pas trop quoi faire. Moi non plus. Elle a fini par se replacer, mais maintenant, j'ai peur que ça se reproduise en plein match de soccer. Qu'est-ce que je peux faire? C'est une bonne question, ça. Ouais, c'est une bonne question. Là, tu nous as dit que tu es rendue à quel âge? Là, c'est une jeune fille de 17 ans. 17 ans, puis c'est arrivé à 8 ans. OK. Non, je pense qu'elle joue au soccer depuis qu'elle a 8 ans. Je pense que c'était pour dire que c'était une athlète de gardienne de but. Que ça fait longtemps. Ouais, OK, parfait. Bien, bonne question. Je peux commencer peut-être avec la réponse. Quand la dislocation ou luxation d'épaule, dans le fond, c'est quand l'articulation, la tête de l'humérus, l'os de notre bras, sort de l'endroit où il est supposé être au niveau de l'épaule. Donc, ça, c'est une luxation. Des fois, il y a c'est pas une luxation complète. Des fois, on peut avoir une subluxation. Donc, ça sort un petit peu, mais ça se replace. Et ça, c'est important de faire la différence parce que quand on a une luxation complète, que ça sort au complet l'épaule, souvent, elle reste là. Puis on a besoin de consulter à l'urgence. Puis quand on va à l'urgence pour ça, bien, on est d'emblée pris en charge. Donc, on va avoir des radiographies, on va replacer l'épaule, etc. Et donc, on rentre un peu dans le système. Ce qui arrive, c'est que soit on a une subluxation ou les gens qui sont hyperlaxes aussi peuvent luxer leur épaule puis elle se replace toute seule. Puis dans ces cas-là, mais on n'a pas de tendance à vouloir consulter. Fait que si on consulte pas, mais on reste un petit peu comme dans notre coin, puis on peut avoir cette impression-là de se dire, bon, mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va réarriver? Donc, peut-être qu'on pourrait avoir des recommandations par rapport à ça. Toi, Lily, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui... justement, a l'impression qu'il a luxé son épaule, mais qui n'a pas eu besoin d'aller à l'urgence pour ça? Bien, premièrement, avec toute subluxation de l'épaule, je conseille de consulter un professionnel comme un physiothérapeute. Souvent, on pense qu'il faut comme une référence médicale, mais les physiothérapeutes, c'est des professionnels de première ligne. Fait que quand on a une blessure comme ça, même si ça semble minime parce qu'elle n'a pas consulté à l'urgence ou quoi que ce soit, c'est important d'avoir cette prise en charge-là, parce que le physiothérapeute est capable d'évaluer au niveau de son épaule à différents aspects pour pouvoir pour faire la réadaptation puis l'accompagner vers un retour au sport sans appréhension. Fait que souvent, quand on se blesse, surtout qu'on est jeune comme ça, puis c'est pas rien comme blessure, fait qu'on a peur. Mais cette peur-là, c'est une peur parce qu'on n'arrive pas à le savoir, comme est-ce que l'épaule est prête à retourner en place. Fait que souvent, c'est ça. OK. Est-ce que je vais y aller avec une follow-up question? Oui, tout à fait.
c'est quoi, mettons, est-ce qu'il y a plus de risques s'il y a une subluxation, est-ce qu'il y a plus de risques qu'il y a une luxation complète la prochaine fois qu'elle se subluxe, ou comme ça va les gens qui ont des subluxations vont toujours rester vers des subluxations comme... Souvent, les gens qui ont des subluxations, c'est des gens qui sont plus laxes, donc qui ont des ligaments qui permettent cette subluxation-là. Donc, oui, il y a quand même des chances que ça réarrive, surtout quand on a une blessure. C'est comme s'il y a certains muscles qui deviennent endormis, puis c'est les muscles qui ne devraient pas être endormis pour prévenir que cette blessure-là arrive encore. Puis est-ce que, mettons, il y a des risques que ça luxe complètement, puis là, qu'il faut qu'elle aille à l'urgence directement? Toujours ces risques-là, surtout ça dépend du mécanisme de trauma. Par rapport à ta question, dans le fond, c'est quand tu as une luxation d'épaule complète, là, les risques de reluxer sont vraiment présents. Parce que quand on a une luxation d'épaule, il y a des structures à l'intérieur de l'épaule qui vont être endommagées, puis qui ne vont pas guérir comme il faut. Puis le fait d'avoir cette blessure-là, là, ça augmente vraiment les chances de reluxer après. Donc, la réadaptation est super importante. OK. Fait que, mais disons, pour la jeune fille de 17 ans, tu t'es subluxé une fois, mais maintenant, il faut que tu aies le physio pour que tu limites la luxation complète puis qu'il y ait des répercussions plus graves. Bien, surtout pas déconditionner les muscles qui doivent être forts, puis tout le contrôle neuromusculaire des épaules. Puis même si tu as comme une subluxation, puis c'est pas une luxation complète, tu peux avoir des déficiences qui sont reliées à ça ou des limitations par la suite. Fait que souvent, tu sais, c'est sûr que tu as mal, fait que tu sais, on utilise un peu moins l'épaule, fait que l'épaule se déconditionne quand même assez rapidement. Puis c'est quand même une articulation complexe, tu sais, il y a plusieurs articulations qui forment le complexe de l'épaule. Puis je trouve que, tu sais, surtout elle qui est gardienne de but, c'est quand même un sport ou une position sportive où ce qui est beaucoup en élévation, fait que avec des mouvements de overhead quand on doit arrêter le ballon et tout, fait que c'est quand même des positions à risque d'avoir des luxations antérieures de l'épaule. C'est ça qui arrive. C'était ça ma question. Mais toi, est-ce que le fait qu'elle a été gardienne depuis qu'elle a 8 ans, c'est ça qui l'a un petit peu plus prédisposée à avoir des subluxations, parce que peut-être qu'elle n'est pas hyper laxe, mais justement peut-être que le fait qu'elle se pitche tout le temps partout, ben là, ça l'a juste fait en sorte que son épaule ait plus tendance à subluxer. Pas nécessairement. Il y a plusieurs facteurs, je dirais, qui peuvent rentrer en compte. Là, les gardiens de but sont pas tous à risque de subluxer l'épaule tout le temps, dans le fond. Non. OK. Puis mettons une autre follow-up question. C'est est-ce que j'ai entendu dire que quand on se luxait l'épaule, qu'on se la subluxait, plus longtemps elle restait disloquée, plus longtemps elle devenait, plus c'était mauvais parce que plus il y avait des risques qu'elle se subluxe encore, qu'elle se luxe encore. Est-ce que c'est vrai que le temps qu'elle reste disloquée, genre que l'humérus reste en dehors de sa petite boîte, plus il y a des risques qu'elle se reluxe la prochaine fois? Ou? Pas nécessairement. Le dommage à l'épaule est fait au moment de la luxation. C'est sûr qu'il y a des luxations plus complexes où si la tête de l'humérus appuie sur un nerf ou sur un vaisseau, là, il y a des conséquences, mais c'est rare. Ce qui est vrai, par exemple, c'est quand la luxation vient juste d'arriver, c'est facile de la remettre en place. Donc, par exemple, il y a souvent des professionnels sur les lignes, sur le sideline. Puis moi, entre autres, quand j'étais à Boston, je couvrais beaucoup de football au secondaire. Puis ça arrivait souvent, les luxations d'épaule. Puis quand tu le réduis directement sur le terrain, c'est facile parce que les muscles sont pas encore contractés. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Fait que il s'agit juste de faire une manœuvre à connaître et l'épaule se réduit. Fait que ça, c'est vrai que plus qu'on attend, plus que c'est long. Par exemple, si on attend d'être à l'urgence, tout ça, ben là, à l'urgence, il va falloir avoir une sédation pour relaxer les muscles, pour pouvoir le replacer. OK, mais aussitôt que, mettons, t'es gardienne de but, là, t'es jeune, il n'y a pas de physiothérapeute proche. S'il y a personne qui n'est pas de faire la manœuvre, il faut mieux aller à l'urgence puis que ce soit un professionnel qui le fasse, que le papa du coin dise « OK, c'est beau, je m'en occupe ». C'est mieux parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être là aussi. Tu sais, ça peut être une luxation, mais ça peut être aussi une fracture. Puis si c'est une fracture, c'est moins bon de tirer sur la fracture. OK, fait c'est toujours le professionnel de la santé qui doit opérer pour... L'idéal, c'est d'être sûr que la manœuvre soit faite par un professionnel de la santé. OK. Puis, bon, je pense que ça répond quand même. Mais j'aurais une autre petite question qui vient de me papa. Mettons qu'on est perdu dans les bois, puis que là, tu te subluxes les épaules parce que t'es en randonnée dans Charlevoix. Puis là, que tu te dis, mais là, je vais pas appeler un hélicoptère pour venir me chercher. Est-ce que, puis t'as écouté le sideline, tu te dis, ce serait mieux que je le fasse tout de suite. Est-ce que, mettons, c'est quoi les red flags qu'il faudrait que tu regardes?
Puis sinon, si non, on fait pas ça dans les bois tant que l'hélicoptère vient te chercher, c'est quoi les conseils que vous donneriez? C'est une bonne question. Ben, OK. Toi, Si tu te sens... si tu n'as vraiment pas accès à des professionnels de la santé assez rapidement, c'est sûr que si tu es tout seul dans le bois, c'est vraiment pas l'idéal d'avoir ton épaule luxée. Puis tu as vraiment l'impression que ton épaule est luxée. Une des choses qu'une personne peut faire, puis c'est comme moi, je pense même pas que je serais capable de me faire ça sur moi, mais c'est arrivé exactement cette situation-là à une de mes amies. Puis, mais... T'es médecin aussi, urgentologue, là, mais... Détail à ne pas manquer. Alors, on a quand même fait. Mais une des choses qui peut être faite, c'est juste de tirer vers le bas son épaule, hein, puis elle peut se rembarquer. Puis mettons, est-ce que j'ai dans mon petit parcours de médecine, j'ai su qu'il y a des nerfs qu'il faut s'assurer de pas affecter. Est-ce que, mettons, c'est quoi qu'on peut regarder pour être sûr qu'on n'a pas affecté aucun nerf? Je pense pas que c'est quelque chose qui est à faire à ce moment-là, dans la montagne, parce que ça changera rien dans le fond. Si une personne est comme inconfortable, je mettrais juste le bras sur le long du corps, peut-être rentrer le bras dans un chandail un petit peu plus serré ou juste faire un échelle pour le garder comme dans cette position-là, la position, tu sais, coude à 90 degrés. Ça, là, c'est parfait, là, de faire ça, puis de retourner tranquillement dans un endroit avec un hôpital ou une clinique. Mais c'est ça, tu sais, l'idéal, c'est probablement de faire ça, puis il n'y a pas d'évaluation de nerfs à faire, quoi que ce soit, là. On reste simple. Mais c'est à l'hôpital qu'il y a quand même est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait un il faut quand même aller à l'hôpital puis regarder que tout est correct. Si l'épaule a été luxée, mieux vaut aller à l'hôpital, ouais. Okay, au moins faire un rayon X, être sûr ça. qu'elle est bien replacée, puis qu'il n'y a pas quelque chose de fracture, quoi que ce soit. Là. OK, je pense qu'on a fait le tour. La prochaine question, c'est la suivante. Bonjour, j'ai 13 ans. Je suis une fille, je commence à m'entraîner à la salle de gym. Je me demandais si c'était un mythe de ne pas mettre de la pression sur ma colonne, style squat avec la barre sur le dos, parce que ça risque de faire en sorte que je grandis plus. OK. Ben, moi, si je prends la partie un peu réadaptation au niveau fonctionnel, physiothérapie, c'est pas une contre-indication. Je sais qu'avant, les mythes, c'était que les jeunes ne devraient pas s'entraîner, ils ne devraient pas comme se loader au niveau des poids. Mais la réalité, c'est que c'est possible, mais sous supervision. Puis, il y a plusieurs choses à considérer par rapport à ça aussi. Fait qu'un jeune qui commence à s'entraîner, c'est sûr qu'à 10 ans, c'est pas le meilleur moment pour surcharger pour des poids. Mais rendu à 13 ans, quand on commence à loader au niveau du corps, il faut que, par exemple, si tu parles de squat, que le squat il soit parfait. Fait que la qualité du mouvement doit être quasi parfaite avant de commencer à loader. Puis j'aurais pas tendance à aller loader énormément intense non plus quand on commence à s'entraîner. Tu sais, à 13 ans, une fille, tu sais, il faut considérer au niveau de la maturité squelettique aussi, là, où ce qu'elle est rendue, mais un jeune qui est squelettiquement immature, c'est-à-dire que ses plaques de croissance sont encore actives, sont encore ouvertes, c'est des choses à faire un peu plus attention à ce niveau-là. Fait que c'est pas une restriction, mais à le faire de façon supervisée le plus possible. Mettons, quand que vous dites les plaques de croissance matures, pas matures, c'est dans le fond quand la personne a arrêté de grandir, là tu dis. Puis est-ce que c'est une autre, je sais pas si on rentre dans votre branche, mais est-ce que c'est un mythe de dire qu'après 2 ans de menstruation, on peut dire que les plaques de croissance chez une fille sont matures, après les 2 ans? Fait que mettons une jeune fille qui a commencé ses menstruations à 11 ans, on peut se dire, bon, c'est vraiment, tu sais, t'as pas beaucoup à t'inquiéter, fais juste bien faire ton squat. Puis est-ce que c'est la même chose pour les jeunes hommes, les jeunes garçons qui commencent à aller au gym, qui quand même jeune. Ouais. Mais tu sais, les garçons, c'est différent. On peut pas se fier sur leur première menstruation. Puis les garçons, ils ont comme un pic de croissance un peu plus tard que chez les filles. Mais c'est la même, tu sais, c'est les mêmes consignes à ce niveau-là. Tu sais, un gars, comment on évalue, c'est au niveau, tu sais, on peut évaluer de différentes façons où ce qui est rendu au niveau de la maturité squelettique. Mais tu sais, est-ce qu'il y a de la barbe, est-ce qu'il a l'air d'un homme, là, dans le fond, est-ce que les muscles commencent à se développer, est-ce que la voix a changé? Mais tu sais, c'est comme la même, tu sais, prise en charge un petit peu qu'une jeune fille aussi. Puis, tu sais, un adulte, l'entraînement chez un adulte puis un entraînement chez un jeune, ça devrait pas être la même chose parce que
quand le corps est en croissance encore, les muscles ne se développent pas autant qu'un adulte. Fait que, tu sais, mettons, si tu prends un adulte puis un enfant qui fait de l'hypertrophie, c'est pas la même game, le papa en tout. Là. OK. Mais peut-être, tu sais, pourquoi on se pose souvent cette question-là, puis pourquoi il pourrait y avoir des risques, c'est vraiment ce qu'on a dit, c'est la croissance. Puis, on a parlé de plaques de croissance, mais je ne sais pas si tout le monde sait vraiment c'est quoi une plaque de croissance. Dans le fond, c'est comme des lignes à chaque extrémité des os. Dans ces lignes-là, il y a des cellules qui vont faire grandir les os. Fait que puis vous pouvez imaginer que, mettons, la ligne est comme ça, puis là, il y a plein de cellules qui essaient de se reproduire pour faire allonger les os. Puis là, c'est toujours comme une pression qui vient se faire sur ces plaques de croissance-là, sur les cellules, mais à un moment donné, il peut y avoir des changements dans les plaques de croissance, puis c'est ça qui peut entraîner des problèmes. Pour l'illustrer, là, tu sais, il y a une pathologie qui existe chez les gymnastes. C'est comme le poignet de la gymnaste, là, c'est... Les gymnastes sont souvent sur les mains, marchent sur les mains, atterrissent sur les mains, sur les poignets, mais bref, ça fait trop de stress à cet endroit-là. C'est pas normal. On n'est pas fait pour marcher sur les bras, là. Donc, des fois, ce qu'on voit, c'est que la plaque de croissance devient toute déformée, puis c'est comme s'il y avait une fracture presque. En fait, c'est comme des micro-fractures des plaques de croissance. Puis ça, c'est des pathologies qui font mal. Puis bref, pourquoi ça arrive? C'est qu'il y a eu juste trop de charge sur la plaque de croissance. Donc, c'est un petit peu le même concept qu'on peut imaginer d'un jeune qui irait au gym. Si, ce que Lily a dit, c'est important de bien faire le mouvement, un mouvement physiologique, bien contrôlé, mais aussi, si on commence à loader, ben il faut pas le faire de façon exagérée, parce que c'est là qu'on va mettre trop de poids sur les plaques de croissance, puis oui, là, on pourrait avoir des problèmes. Puis ça revient aussi à ce qu'on parle souvent, le concept de douleur. Comment on va savoir qu'on en fait trop, mais il va y avoir la douleur qui va apparaître. OK. Puis mettons, est-ce que vous avez une idée de le type de douleur qui apparaîtrait ou c'est que juste mal dans le... Est-ce que, comme mettons, parce qu'il y a une douleur comme tu as des courbatures, tu te sens raqué en bon français, canadien-français. Est-ce que c'est mettons, si tu te sens raqué, c'est correct, mais si tu te sens... Je comprends pas la douleur, tu le sentirais dans ta colonne, mettons, Ça dépend, tu sais, l'entraînement, ça dépend qu'est-ce que tu fais aussi. Mais tu sais, mettons, être raqué ou avoir des courbatures au niveau musculaire après l'entraînement, tu sais, c'est supposé te durer 72 heures. Fait que tu sais, après ça, si ça diminue pas, puis que c'est d'autres choses, puis que ça stagne pendant une semaine, c'est ça qu'il faut comme investiguer un petit peu plus. La courbature, elle va être comme généralisée, tu sais, avec des deux côtés, souvent, à moins que tu aies vraiment fait un mouvement. Ça dépend qu'est-ce que tu fais, ouais, c'est ça. Mais souvent, tu sais, ce ne sera pas juste à un endroit. Le problème de l'espèce de fracture de stress ou surcharge d'une plaque de croissance, ça va être vraiment localisé à un endroit, tu sais, comme les poignets, ça va être vraiment le poignet qui fait mal, souvent un seul côté, des fois les deux, mais... Tu sais, les courbatures, c'est dans les muscles. Tu sais, c'est pas tellement aux extrémités des os ou pas des articulations. C'est avoir mal aux extrémités des os, dans le fond, la souvent, c'est plus aux extrémités, oui. Puis c'est rare, hein? Tu sais, là, on parle de ça, mais c'est ultra rare. Mais c'est juste pour dire que, tu sais, grosso modo, oui, c'est possible de faire l'entraînement en gym, mais il faut que ce soit bien fait, sous supervision, puis être à l'écoute de son corps. OK. Bon. Alors, j'espère que ça a répondu à la question de la jeune fille. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a le temps pour une autre question. Allô, j'ai 15 ans, je suis une fille. Je m'entraîne pour courir un demi-marathon et je me demandais si c'est bon ou pas bon de courir quand on a des courbatures. Je m'entraîne aussi à la salle de gym quelques fois par semaine qui fait en sorte que je peux être raquée, des fois. Et j'ai entendu dire que ça peut être bien de courir même quand on est malade. Est-ce que c'est vrai? Je pense que là, il y a deux questions. Courir quand on a des courbatures puis courir quand on se sent un petit peu enrhumé. OK. Ben, elle a quel âge? 15 ans? 15 ans. Ben c'est ça, c'est une question... Tricky, là, quand même. Puis je te dirais, ça dépend aussi, tu sais, quand on s'entraîne pour une course, fait que si elle s'entraîne pour un demi-marathon, ça dépend où ce qui est rendu au niveau de de la planification aussi. Fait que s'il y a quelqu'un qui l'accompagne pour faire sa planification, tu sais, la musculation, quand tu t'embarques dans du loading, c'est plus le temps de faire beaucoup de musculation. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que les courbatures, tu peux courir là-dessus? C'est quand même relatif aussi. Je pense que si elle est un peu courbaturée puis qu'elle fait un petit entraînement de easy jog,
Ça, je ne penserais pas que c'est un problème. Mais si elle fait ses intervalles, sprint, etc., je pense pas que c'est le meilleur moment pour aller faire ça. Fait que ça dépend de l'intensité. Puis normalement, si tu as un bon programme pour t'entraîner pour un demi-marathon, tu devrais avoir des journées de repos, des journées, d'avoir des journées de plus easy jog, de long run, alterner avec tout ça. Fait que ça dépend un petit peu qu'est-ce que tu fais. Fait que grosso modo, on ne devrait pas avoir tant de courbatures que ça qui apparaissent dans ton programme. T'sais, les courbatures, c'est peut-être quand tu es allé un petit peu trop intense, quand tu commences quelque chose de nouveau, etc. Parce que moi, de ce que je comprends la question, c'est que c'est une fille qui s'entraîne à la salle de gym. Mettons, quand je suis pas experte de course non plus, mais quand on voit les marathons, mettons, on va aux Jeux olympiques, puis on voit les marathoniens, c'est souvent pas eux qui ont la plus grande masse musculaire. Fait que, mettons, peut-être que, est-ce que c'est elle de lui dire, ben maintenant que tu t'entraînes pour un demi-marathon, ce qui est quand même une longue distance, peut-être de se calmer un peu plus sur le... Genre, ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est de se calmer un peu plus sur le gym, puis sur sa masse musculaire, puis plus sur la cardio? Comme je t'ai dit, c'est relatif aussi, dans le sens que si tu prends des marathoniens qui courent au marathon de Boston, ils ont une shape de marathonien. Fait que c'est pas tout le monde qui est shapé nécessairement comme ça. Fait que s'entraîner pendant une saison de course, c'est pas mauvais. Puis justement, de renforcer ses muscles, de s'entraîner en musculation, ça permet justement d'avoir des muscles plus forts. Fait que ça fait que tu performes mieux à la course. Mais c'est vraiment une question de timing. Fait que souvent, tu sais, pendant la saison de course, où on a un gros volume de courses, c'est suggéré de quand même continuer à faire la musculation, mais peut-être 2 fois semaine avec du loading vraiment moins intense. Puis dans l'entraînement, je suis pas experte dans ça. On invitera un kinésiologue pour venir nous en parler, mais il y a aussi l'aspect de comment tu t'entraînes aussi. Fait que, tu sais, il y a tu peux t'entraîner en hypertrophie, tu mets beaucoup de poids parce que tu veux faire gonfler le muscle. Après ça, tu t'entraînes la puissance ou tu peux entraîner au niveau de l'endurance. Fait que ça dépend de ce que tu es rendu. Fait que si elle est en train de s'entraîner activement pour un demi-marathon, j'irais peut-être plus vers l'entraînement au niveau de l'endurance musculaire que de mettre vraiment de loader vraiment intense pour faire de l'hypertrophie. Fait que ça pourrait l'aider aussi dans dans la quantification de sa planification, de tout ça. Ah, je comprends. Puis il y avait aussi une autre follow-up question, là. Je sais pas si vous pouvez répondre. Si t'es malade, là. Si t'es malade. Oui, mais c'est une bonne question. Ouais. Je pense que si t'es malade, tu sais, comme Lily a dit, ce qui est super important, c'est d'avoir ton programme. Mais là, il y a des choses qui peuvent arriver là, dans la vie. Puis si t'es comme super malade, t'as de la misère à te lever, c'est probablement pas le meilleur moment pour suivre ton programme à la lettre. C'est pas contre-indiqué de faire une sortie puis d'aller t'entraîner, mais il faut quand même respecter un petit peu ses limitations, puis c'est pas le temps d'essayer de se donner à fond parce que ça peut augmenter le risque de se blesser ou tu sais, ça peut comme juste carrément couper ta progression. Fait que oui, c'est correct si la personne se sent bien, juste le fait de sortir puis faire quelque chose, mais peut-être diminuer un peu l'intensité pour s'adapter à sa forme parce qu'il y a des différents niveaux de malade. Tu sais, on peut avoir juste un petit rhume comme ça ou d'avoir de la misère à sortir du lit carrément. Okay, mais il y a des études, je pense, qui ont démontré aussi que justement, quand tu as le rhume ou tu as la grippe, il y a des chances quand même augmentées de blessures à la course. Là. Fait qu'ils ont utilisé ça chez les coureurs. Fait que c'est sûr que si tu as la fièvre puis tout, moi, je ne conseillerais pas d'aller courir, mais si tu te sens un peu bien, les easy jog, disons, comme avec une plus basse intensité, ça peut être bien aussi. Pourquoi pas? OK. Bon, je pense qu'on a fait... j'ai d'autres questions, mais on pourra peut-être les garder pour une prochaine fois. Là. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci, Karianne, d'être venue nous parler. Merci au public de nous poser des questions.